Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle soirée apéro polar avec l'édition Pocket. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir les nouvelles voix du polar. Alors, je vais les présenter par ordre alphabétique, on va dire comme ça. On va commencer par Céline Dangean pour son roman Double Amnésie. Il y a Maxime Girardot pour Persona et Fabrice Rose pour Tel père, telle fille. Et nous accueillons aussi Angélique Joyot, qui est éditrice aux éditions Pocket. Angélique, je te laisse démarrer cette soirée. Bonsoir à tous. Je suis ravie de tous vous retrouver pour ce nouvel apéro polar. J'en profite dès maintenant pour remercier Un endroit où aller qui nous accueille une nouvelle fois si chaleureusement. Je remercie aussi notre libraire partenaire de ce soir, la librairie de Paris de Saint-Étienne. Et bien sûr, une énorme pensée à tous nos lecteurs et au-delà, à tous les amis du Gang Pocket qui nous suivent et nous soutiennent par monts et par vaux et qui surtout contribuent à diffuser la bonne parole sur nos auteurs, que ce soit en réel ou en virtuel. Donc un grand merci à eux et de nous suivre si nombreux ce soir. Et enfin, bien sûr, un grand salut et un grand merci à nos 3 auteurs. Et du coup, je rends la parole à Nathalie qui va nous plonger dans le vif du sujet. À tout à l'heure, Angélique. À tout à l'heure. Bonsoir Céline, bonsoir Fabrice, bonsoir Maxime. Est-ce que vous êtes bien installés? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais vous montrer vos livres. Alors, on va commencer par Céline, c'est Double Amnésie. Il était sorti en brochet, comme on appelle ça, chez Marabout. Et dire que Céline a une double actualité parce que demain sort son nouveau roman qui s'appelle Le Cercle des mensonges aux éditions Marabout. Fabrice Rose, son premier roman qui était sorti chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, donc le voilà en petit format. Et Maxime Girardot, Persona, qui était sorti chez Mazarine. Alors, je vais vous faire un exercice pour qu'on rentre bien dans le vif du sujet. Vous avez 1 minute chacun, pas en même temps bien sûr, pour résumer votre livre. Je ne sais pas qui veut commencer, mais je vous laisse faire. Qui? Allez, Céline, 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 qui est la doyenne, puisque 4 romans déjà. Donc, Céline, allez, commencez, Céline. Ouais, c'est dur quand même. Hein, ça, non, je vous aiderai si vous n'y arrivez pas. Vous l'avez écrit, donc vous oui, il y a tellement longtemps. Non, je plaisante. Donc, Double Amnésie, c'est le 3e volet des enquêtes d'Héloïse Bouquet, ma gendarme, personnage récurrent. Donc, on la retrouve ici, contrairement aux 2 opus précédents. On la retrouve dans une intrigue plutôt intimiste, puisqu'elle vient en aide à sa sœur jumelle Manon, que le lecteur découvre, dont on n'avait pas entendu parler dans les ouvrages précédents. Elle lui vient en aide parce que Manon est persécutée, elle fait l'objet de menaces, d'intimidation de la part d'un corbeau. Et donc Héloïse, qui n'est pas au meilleur de sa forme à l'issue du livre Le Cheptel, bon, je ne vais pas divulgacher pour les gens qui n'ont pas lu, mais bon, trouve la force de venir en aide à sa sœur jumelle, part en Bretagne et elle va devoir remonter les traces d'un passé familial pour essayer de remonter jusqu'à la personne qui œuvre dans l'ombre et qui menace sa sœur. Voilà, en gros. C'est parfait. Voilà. Bon, mais tant mieux. Je ne sais pas qui veut y aller. J'y vais par ordre alphabétique. Bon, Céline, on voit que ce n'est pas le premier roman. L'art du pitch. Donc, Persona, ça démarre par un homme qui est retrouvé horriblement mutilé dans un bâtiment désaffecté de l'hôpital Sainte-Anne. Et c'est le début en fait d'une enquête pour un vieux flic de la crime, une légende de la crime, qui va le faire en fait entrer dans le monde un peu des entreprises de la haute technologie, qu'on appelle un peu sous l'acronyme des GAFA. Google, Amazon, Facebook et Apple. Et ça va être une succession en fait, de personnes retrouvées enfermées en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont horriblement mutilées, mais elles ne sont pas mortes, mais c'est comme si, ou c'est pire, ça dépend de quel angle on se place. Et pour mon flic, Frank Somerset, ça va être du coup une plongée dans ce monde de la high-tech, ce nouveau monde, et ce qui ressemble en fait à une vengeance de l'ancien monde, on pourrait dire ça comme ça. C'est parfait.
Fabrice, c'est à Ah, vous. avec une scène anthologique dans les catacombes parisiennes, et ça, je tenais à le souligner, bluffant. Merci Céline, c'est gentil. Non, non, c'est vrai. Alors, Fabrice, c'est à vous. C'est l'histoire d'un père et d'une fille qui ne se sont pas souvent vus parce que le père est un braqueur. Quand il n'est pas en prison, il est en cavale. Elle vient le voir au parloir et elle lui demande d'arrêter. Elle a envie de le connaître. Elle a envie de. Si un jour elle a un enfant, elle veut que peut-être son enfant. Et en fait, il aimerait me faire plaisir, mais il s'évade. Et ça tombe très bien parce qu'elle est prise, pourchassée par des terroristes parce que son petit copain a piqué du fric à des terroristes. Donc, en étant en cavale, eh ben, le père se dit je vais aider ma fille. Et donc, c'est une histoire de vengeance. Et en même temps, il en profite pour faire un gros casse à Paris. Donc, et puis, c'est l'amour d'un père pour sa fille et une interrogation sur la vengeance. Quand on s'en prend à un enfant, à son enfant, est-ce qu'il faut se venger ou pas pour survivre à ça? Donc, Parfait. le fond du livre, c'est ça. C'est très bien. Alors, j'ai cherché vos points communs. Vous en avez qu'un. Vous les voyez là, ils ont l'air très calmes, super gentils, mais ils sont diaboliques. Ils écrivent des trucs atroces. Moi, j'ai envie de dire que votre force, c'est vos voix différentes, ces nouvelles voix du polar, et que vos livres sont horriblement géniaux. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a aussi des points communs, c'est-à-dire que vous n'êtes ni flic, ni douanier, ni gendarme. Vous êtes d'un univers différent. Alors Céline, vous avez travaillé dans le social, si je ne me trompe pas, et vous êtes mis à l'écriture et vous ne faites plus que ça maintenant. Maxime, vous avez travaillé pendant 12 ans dans le marketing digital. Voilà, c'est ça, je ne me trompe pas. Et là, C'est ça. Voilà. Et Fabrice, vous êtes autodidacte, vous avez un parcours atypique et j'ai bien envie de vous entendre parler, de vous présenter rapidement. Ben, je suis, oui, quand à l'école. Vous le ferez mieux que moi, vous le ferez mieux que moi. C'est la même chose. Et puis, un jour, je me suis mis à braquer après un accident de moto, très grave, où j'ai failli mourir. J'avais 18 ans, sorti du coma, depuis que la vie était courte. Et parmi les motards que je fréquentais, il y en avait deux qui braquaient les banques. Donc, j'ai braqué les banques avec eux. Pas par la du gain, je m'en foutais. J'ai une éducation dans une famille qui avait de l'argent. C'était simplement risquer ma vie. Une fois de plus, l'adrénaline. Et puis, j'ai commencé, première arrestation, la révolte, se barrer. Et puis, ainsi de suite. Voilà, braquer. Toujours en respectant la vie des autres. Je n'ai pas de sang sur les mains. Dans le jargon des policiers, on était des beaux mecs. Parce qu'on n'avait pas de sang sur les mains, pas de violence. On est la vieille école. Et j'ai gardé deux enseignements de mon père, qui était un héros de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, un pilote de Spitfire dans la Royal Air Force, et qui est venu voir le premier au parloir, la première arrestation. Il est venu me voir. Il m'a dit, je ne sais pas ce que tu fais de ta vie, mais il y a deux choses auxquelles je tiens. Tu ne fais jamais couler une goutte de sang pour de l'argent, tu ne seras plus mon fils. Et la parole vaut l'homme. Ta parole, tu n'es pas obligé de la donner, mais si tu la donnes, tu la respectes. Et c'est ce qui m'a tenu toute ma vie. Pas de violence et la parole vaut l'homme. Voilà. Fabrice, excusez-moi, est-ce que vous avez des écouteurs? Parce qu'on a un son on a l'impression que vous êtes dans une cave. Alors, je sais que ça vous va bien parce qu'on est dans l'univers du polar, mais est-ce que pour savoir, vous auriez des écouteurs? Non, je n'ai pas. Ouais. Ah, on entend mal. Alors, montez le son parce qu'on vous entend très, très mal. Je monte le son? Ouais, si vous pouvez, ou vous rapprocher de votre... Je suis désolée, mais ça donne un peu de cachet à la rencontre. Hein. En tout cas, je remercie Fabrice parce que depuis les apéros polars, il y a un fil rouge. C'est soit un barbecue, soit on s'est cramé un corps, et là c'est un bras zéro. Donc, je le remercie beaucoup parce qu'on est dans la continuité. Donc ça c'était pour le petit clin d'œil. Il y a aussi un point commun, ce sont les liens familiaux, parce que dans tout, ça c'est le point commun à vos trois livres, puisque Fabrice c'est de relation père-fille, Céline c'est deux sœurs, et Maxime il y a quand même le flic et sa femme. Donc est-ce que c'était important pour vous d'inclure ce sujet-là, la famille? Est-ce que c'est très important pour vous, la famille? Pour moi, oui. Pour ma relation avec ma fille, oui. Parce que j'ai été très longtemps absent, donc c'était pour moi important. Moi, j'entends pas Fabrice. Ouais, ouais. Est-ce que Fabrice, pouvez vous rapprocher le plus possible? Ouais, alors je vois désactiver le son, puis une flèche. Ouais. Céline, vous pouvez parler en attendant que Fabrice fasse ses roulages. D'accord. Non, mais moi, sur la question des liens familiaux, en fait, elle s'est posée parce que j'avais envie d'aborder mon personnage principal sous un angle plus intime, justement, cette fois-ci. Jusqu'à présent, on avait vu Héloïse Bouquet dans
dans des enquêtes, hein, donc dans un rôle un peu enfermant de gendarme. Et, voilà, et là, j'avais envie de creuser un petit peu. Et c'était la famille, c'est le terreau à la fois des secrets, des intrigues qui nous ont construites ou déconstruites. Et voilà, et donc c'était plus dans ce sens-là, dans l'idée de camper mon personnage sous un angle beaucoup plus intime. Voilà. Et Maxime? Alors moi, je l'ai utilisé beaucoup comme facteur de motivation, que ce soit personnellement ou dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de mes personnages, notamment mes personnages lumineux, sont en fait des personnes qui existent vraiment, qui sont des personnes de mon entourage. Mon personnage principal est inspiré de mon épouse, qui s'appelle Gaëlle, et donc là, c'est Elga, donc c'est un peu sa version négative de papier. Et pas mal d'anecdotes que je raconte. Elle a travaillé dans l'une de ces grandes entreprises, dans l'entreprise que je cite dans Persona. Les anecdotes que je raconte, c'est elle qui les a vécues. Et surtout, c'est elle qui m'a donné l'impulsion à la base quand je me suis dit que j'avais envie d'écrire un roman. Elle était là et puis elle m'a dit vas-y. Mais c'était un chiche, une mise à l'épreuve qui m'a donné beaucoup de motivation. Et donc du coup, après, j'ai aussi des liens familiaux au sein de mon roman, mais c'est plus compliqué pour moi d'en parler parce que ça divulgue pas mal l'intrigue. Alors justement, comme je suis avec vous, Maxime, pourquoi avoir choisi de garder vos victimes vivantes, enfin vivantes, si on peut dire? Est-ce que c'est un choix bon, elles sont très mutilées, mais elles sont jamais mortes. Elles sont, on va dire, à l'état de légumes, si on peut dire. Pourquoi ce choix? Alors, en fait, c'était l'une de mes toutes premières idées. C'est-à-dire, quand je me suis dit, je veux écrire un roman policier, l'une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'était à quoi ressemblent mes victimes. Parce que je viens d'une culture très années 80, années 90, beaucoup du cinéma américain, et il y avait quelque chose de très... dans l'image du thriller, les victimes portent en elles la signature du tueur. Et donc, quelque part, ça doit dire quelque chose. La victime dit quelque chose, en fait, de pourquoi elle est morte et pourquoi on l'a tuée. Et en fait, je parle beaucoup d'un univers que je trouve très désincarné. Et pour moi, désincarner quelqu'un, c'est en fait l'enfermer en lui-même, qu'il devienne une forme de légume et que son corps devienne un purgatoire, un peu, quelque part, qu'il doit y vivre. Et pour moi, ça, c'est pire que la mort. Parce que mourir, finalement, c'est terminé. Alors que là, c'est se retrouver face à soi-même dans une forme d'éternité qui est un peu compliquée. Et voilà, c'est un peu ça la symbolique. Alors Fabrice, vous, dans votre roman, ce qui est top, c'est que c'est authentique parce que je pense qu'il y a un peu de vécu. Alors, il y a une cavale, il y a plein de choses. Et surtout, il y a beaucoup de références littéraires. On a une référence avec Pessoa, on a Sioran. La littérature, pour vous, c'est important? C'était ma liberté pendant des années. Quand j'étais enfermé, c'est la littérature qui m'a permis d'être libre, de me sentir libre. Et j'ai énormément lu et je suis libre depuis 16 ans et je continue à lire tous les jours. Je n'imagine pas ne pas lire. Je n'ai pas de télévision. Si j'ai envie de voir un film, je vais au cinéma. Le reste du temps, je me consacre à l'écriture, au livre et à mon boulot qui est dans la culture. Mais oui, j'ai énormément lu. 25 ans de prison, des centaines de livres et les murs tombés. En fait, les murs tombés, comme je disais. Voilà. Alors Céline, moi j'ai une question toute simple. Pourquoi avoir choisi une construction inversée? C'est-à-dire que vous avez choisi de dire déjà qui était mort et de partir à rebours. Pourquoi ce choix-là? Ça n'a pas été un choix, ça s'est imposé. Je voulais démarrer par cette scène-là, parce que j'en ai pas parlé avant, mais parallèlement à l'enquête privée que mène Héloïse pour le compte de sa sœur, on va suivre également en vis-à-vis la tragédie de la famille Le Gouen qui est liée, hein, on le découvrira, à la famille d'Héloïse. Et je démarre, on est dans un milieu extrêmement bourgeois où les relations sociales sont toujours très régulées, très précautionneuse, voilà, il n'y a rien qui dépasse. Et je démarre sur le meurtre de cette femme, enfin le meurtre commis par Abby Le Gouen à l'encontre de son mari. Et ensuite, je remonte dans le temps en faisant tant de jours avant le meurtre, tant de jours. Et on va commencer un compte à rebours qui va expliquer progressivement comment Abby Le Gouen en est arrivé à tuer son époux. Et je pense que si je ne l'avais pas fait, le lecteur aurait suivi
l'évolution de cette femme sans comprendre exactement où j'allais aller. Là, il savait que il connaissait le résultat, qui était un résultat dramatique et voilà, irréversible, mais il n'avait absolument pas la question de l'explication du mobile et de ce qui avait déclenché cette fureur meurtrière chez cette femme de la très haute bourgeoisie de la côte bretonne. Voilà. Donc, ce n'est pas une chronologie inversée, les explications viennent après la scène finale, en fait. Voilà. Dans les deux parties de mon livre, effectivement, je commence par la fin et après, il y a l'explication. Ouais, si je ne me suis pas dit quelque chose autour de ça, ça m'a paru évident. Maintenant, peut-être que ça ne l'était pas, je ne sais pas. Alors, le point commun que vous avez avec Maxime, c'est que votre gendarme va faire une alliance avec une journaliste, ce qui n'est pas banal. Et chez Maxime, le flic de la crime va demander de l'aide à, on a envie de dire, un civil, ce qu'on appelle un civil. Pourquoi ce choix? Vas-y Maxime, réponds. De ton côté, si, je viens de parler, donc c'est mieux que tu parles. Oui, très bien. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'était que j'avais le personnage d'Elga en tête et je voulais absolument que ça se passe dans l'univers que je connaissais, parce que c'est celui que je voulais décrire des grandes multinationales américaines. Et ce n'est pas très évident, en fait, d'y amener… Alors, moi, je ne connais pas, en plus, je ne suis pas flic. Ma culture flic vient des films, hein, donc c'est une culture qui n'est pas… Si les flics lisent Persona, ils vont, j'imagine, bondir sur des détails, etc. Non, parce que moi, je me suis posé la question. Je vous coupe parce que ça, c'est très important. Quand j'ai fini votre livre, je me suis dit, mais il est flic, ce type. C'est pas possible. Bah non. Voilà. C'est peut-être parce que j'ai fait le moins de détails possible. Et du coup, j'avais besoin en fait d'un fil rouge, de quelqu'un qui l'emmène, qui le prenne un peu par la main et qui ait un peu les codes de cet univers-là, d'où le personnage d'Elga et d'où le personnage de la civile. Alors, ça peut paraître étrange parce que quelque part, dans la vraie vie, on dirait qu'un flic ne peut pas comme ça mener une enquête avec une civile. Non. Après, c'est aussi le jeu de la fiction et le but, c'est que faut que les choses soient plausibles. Voilà. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est que ce soit plausible sans forcément être réel. Céline, on ne se défausse pas. Oui, alors j'ai oublié la question en fait. Parce que non, c'était la gendarme avec une journaliste. Oui, ça non plus, c'est pas banal. C'est effectivement, d'autant que, alors ma journaliste, elle arrive très tôt dans mon univers littéraire, puisque dès La fille de Cali, qui est le premier opus de la série, je campe cette journaliste qui est une fille absolument insupportable, les dents longues, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'est arrêtée par rien, avec une éthique réduite à peau de chagrin. Et l'avantage, en fait, après elle va évoluer, mais l'avantage, en fait, de m'appuyer sur ce type de personnage, c'est qu'avec eux, d'une certaine manière, tout est possible. On sort du carcan, justement, et du réalisme de l'enquête menée par un OPJ, et on passe dans le monde où, finalement, on peut facilement négocier, faire des entorses, obtenir des informations sans passer par toutes les procédures qui peuvent être lourdes et sans respecter le cadre dans lequel officient habituellement les gendarmes, etc. Et donc, c'est très intéressant. Ça me permet d'avoir à la fois une respiration, moi, dans mon écriture et de bénéficier d'un espace de liberté au niveau de mon enquête. C'est assez intéressant. Voilà. Alors, je vais revenir à Fabrice parce que je ne l'oublie pas. Vous, ce qui est très intéressant, c'est l'oralité de votre texte. Et c'est la force de ce texte. Parce que la violence qu'il y a dedans, elle est un peu, j'ai envie de dire, un peu atténuée. Et encore, vous êtes tous les trois un peu dans la violence quelque part, mais c'est atténué par cette oralité. Comment vous avez fait pour justement retranscrire ça sans trop dévoiler de choses? Il y a des choses qui sont vécues. Et puis, il y a aussi la distance que j'ai prise depuis 15-16 ans. Donc, je pense que c'est cette distance qui m'a permis d'atténuer les choses. Parce que j'ai quand même connu beaucoup de violences. Je n'en ai pas commises dans ma vie de braqueur, mais dans le milieu carcéral, il y a beaucoup de violences. Donc, puis on en voit aujourd'hui. Quand on a des informations, tous les jours, c'est de la violence. Mais je pense que mes 16 ans de liberté… le fait de retrouver la liberté, de m'endormir le soir sans me dire on va me défoncer la porte le matin pour venir me secouer, ça m'a permis de prendre de la distance, vraiment. Et puis ma relation avec ma fille aussi, qui est apaisée depuis 16 ans. Donc je pense que c'est ça.
Quand j'écris, je pense à elle. Ouais. Fabrice, est-ce que vous pouvez répondre à la question que vous posez dans votre roman? Est-ce qu'on est toujours prisonnier de ses choix? Prisonnier du monde carcéral, oui. J'ai plus de 15 ans, bientôt 16 ans de liberté. La prison durera. Prisonnier de ses choix, je ne pense pas. Je pense pas. Ma grande question, c'est la vengeance. Ouais, ça c'est commun aussi à vos livres, la vengeance. Si on s'en prend à quelqu'un qui nous est cher, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer, on laisse la justice faire son job, ou on se venge. Et si on se venge, qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a de moins? Est-ce que la douleur est moindre? Est-ce que ça nous apaise? Et j'en suis sûr à cette question. Quand je vois des enfants qui disparaissent, qui sont tués et tout, dans les faits divers, il n'y a rien de plus terrible pour un parent de perdre son enfant. Et la question, c'est ça pour moi. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd son enfant? Quand quelqu'un nous prend notre enfant? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de réponse, en fait. J'ai essayé de répondre dans le bouquin, mais en fait, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Alors, vous avez tous les trois des sujets très actuels, puisque Céline, sans divulguer, il est question d'inceste dans votre roman. Fabrice, donc il y a les cavales, il y a les djihadistes, tout ça. Maxime, c'est toute l'influence il y a les réseaux sociaux, il y a toutes ces nouvelles technologies. Maxime, justement, passons à vous. Vous avez écrit page 122, pour être précis. Tuer avec ses mots, c'est encore plus fort qu'avec ses mains. Alors, en fait, ça renvoie à la question de la violence et de la violence feutrée. Je reprendrai un peu les termes de Céline sur la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on décrit comme le nouveau monde, c'est en fait un nouveau monde bourgeois qui est très codifié, très normé, très feutré, mais dans laquelle la violence est extrêmement présente. Elle est présente par les mots, en fait. Et c'est une domination qui se joue de manière très pyramidale au sein de ces entreprises-là, par les mots. Et moi, j'ai toujours été fasciné dans le sens étonné, pas fasciné parce que j'aimais ça, mais fasciné parce que ça me paraissait absurde de voir tant de gens qui ont une vie heureuse, parce que c'est des gens qui ont des vies heureuses, qui gagnent très bien leur vie, qui ont des vies confortables, etc. Et pourtant être dans des rapports sociaux extrêmement agressifs, mais agressifs par la parole et la manière dont ils veulent se bouffer. Et mon objectif, c'était du coup de la confronter à la vraie violence. Et donc, du coup, l'histoire de tuer par les mots versus tuer par les mains, c'est un peu ce que ça sous-tend. Et c'était un peu la psychologie derrière tout ça que je voulais décrire. Et ça renvoie aussi au titre par rapport à persona et au masque social, et au persona de Jung et au persona en marketing. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un persona? Alors, un persona, donc, en fait, ça renvoie à deux choses. Un persona en marketing, donc dans le métier que je faisais, c'était en fait une manière de décrire, enfin de créer un personnage fictif pour lequel on va vouloir vendre notre paquet de lessive. Par exemple, je vais inventer Sophie, qui a 35 ans, qui est urbaine, qui est une CSP+, gagne tant d'argent, a 2 enfants, etc. Donc, je la construis comme ça. Et ça me permet après, derrière, de définir des cibles de communication. Donc, elle devient une persona. Donc, c'est un masque. Persona veut dire le masque en latin. Et puis derrière, ça a été aussi théorisé par Jung dans la psychologie en disant en fait la persona, c'est la personne qu'on pense qu'on est, mais qu'on n'est pas en réalité. C'est-à-dire c'est notre projection ou notre fantasme de la personne que l'on est ou que l'on voudrait être et qu'on voudrait projeter aux autres. Mais on n'est jamais cette personne. Donc, c'est toute cette dualité qui sous-tend, en fait, que j'essaye de traiter, en tout cas, à travers Persona. Alors, Céline, vous, dans votre thématique, il y a l'oubli, puisque l'amnésie dans le titre. Comment on fait pour faire disparaître, justement, la charge émotionnelle qui est liée au souvenir? C'est encore une molécule très peu utilisée, mais elle commence à l'être. Où effectivement, voilà, c'est chimique, hein, et la mémoire, elle est en lien avec toute la chimie du cerveau. Et
et suite à certains, et dans le traitement de certains chocs post-traumatiques, ben, effectivement, on peut être amené à utiliser cette molécule dont je complètement oublié le nom, et qui permet, bon, il y a des temporalités, il faut que ce soit fait d'une certaine manière, avec un accompagnement, une forme de thérapie cognitive particulière, mais voilà, qu'on puisse finalement, sans effacer le souvenir traumatique lui-même, mais atténuer, diminuer, voire faire disparaître la charge émotionnelle liée à ce trauma. Donc, c'est assez récent et je pense que ça risque d'être développé dans les années qui viennent. Et ça a commencé à être utilisé après les attentats, en France en tout cas, après les attentats à Charlie Hebdo. C'est assez flippant tout ça, comme ça, quand on est assez terrien comme moi. Donc, c'était intéressant d'aborder aussi cette question-là. Fabrice, votre livre démarre on vole ce qu'on appelle le zakat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, puisque c'est le point de départ et ça existe vraiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est le petit copain d'Alex, ma fille, qui est convoqué au commissariat parce que c'est un petit anarchiste qui ne fait pas de conneries, mais c'est jamais très grave. Et il est au commissariat et on amène un terroriste qu'on vient d'arrêter, donc qui se bat avec les flics et tout, enfin bref. Et lui, il en profite pour passer par la fenêtre, pour se barrer, et il part avec une des voitures de police. Et dans le coffre de la voiture de police, il y a des explosifs, il y a de l'argent. Et l'argent, c'est l'argent de la zakat. La zakat, c'est le racket des islamistes. Voilà, c'est tout. Donc, ils fixent ça, et à partir de là, bon, bah, ils vont essayer de le retrouver. Et puis ça va être Alex qui va être en danger. Et voilà. Et la zakat, c'est du racket. Du racket. Alors, comment vous avez travaillé, chacun à votre tour, bien sûr, pour toutes les recherches? Parce que, alors, Maxime, même si vous étiez dans le marketing digital, il y a plein de choses, j'imagine, tout ce qui est aspect cadavre, médecine légale et tout ça. Céline, pareil. Et Fabrice, comment vous avez travaillé? C'est-à-dire, il y a une part recherche qui est importante, et je pense que, mais pour tout auteur, de toute façon, puisqu'on n'est pas spécialiste de tout ce que l'on aborde dans les livres. Donc, bon, moi, pour la question des enquêtes, ou des procédures, ou machin, bon, soit je m'appuie sur des gens que je connais, soit effectivement, j'effectue des recherches sur Internet, je lis des articles, je me renseigne un maximum, mais je pense qu'on est tous obligés, d'une certaine manière, d'étayer aussi notre intrigue avec une forme de réalité, qu'elle soit scientifique, policière, enfin peu importe, mais on a besoin de cette solidité quand même, enfin, je pense. J'ai envie de dire, vous avez des indices. On a des indices. Alors, plus on écrit, plus on a d'indices. En fait, c'est le gros avantage. Ouais. Ça, c'est bien. Mais sinon, Internet est un bon ami aussi. Hein. Il permet un accès. Bon, après, il faut sélectionner, mais il y a un gros accès à l'information aujourd'hui qui est facilité grâce à Internet également. Maxime, j'imagine que c'est pareil. Est-ce que vous êtes vraiment allé à Sainte-Anne consulter Ouais, j'ai mélangé un peu tout. En fait, j'avais une connaissance superficielle des lieux. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur les lieux, beaucoup de recherches en psychologie, sur les notions psychologiques que je développe, et un peu sur les procédures policières, mais de manière assez légère sur cette partie-là. C'était pas le point qui m'intéressait le plus. Et puis après, il y a toute la partie que moi, je maîtrise parce que ça vient de mon travail, qui vient sur les nouvelles technologies, où là, bon, bah, ça, c'est mon travail. Sur la question des lieux, c'était important pour moi d'avoir des lieux assez forts à décrire. Donc là, bah, on se déplace. Et puis, il y a vraiment un bâtiment. Alors, en ce moment, je crois qu'il n'est plus désaffecté parce que je crois que les travaux sont terminés, mais il y a réellement un bâtiment désaffecté à Sainte-Anne, en tout cas au moment où j'écris Persona. Il y a notamment une scène dans les catacombes. Il y a plusieurs lieux que je décris qui sont, voilà, je me suis documenté. Et puis après, j'ai passé beaucoup de temps sur la partie psychologie, notamment sur les notions de Jung, sur les notions de persona, sur les notions de personnalité, etc. Et moi, j'ai fait des études de psychologie à la base, donc c'est un thème qui me passionne. Et finalement, j'ai passé mon temps à partir de la technologie pour l'emmener sur le terrain de la psychologie, c'est-à-dire grosso modo d'aller sur des grands concepts de technologie qu'on voit, les réseaux sociaux, etc., comment ça pénètre notre univers, et puis surtout après comment ça a un impact sur la personnalité de chacun, sur nos vies, quoi.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre, la difficulté que tu as évitée, hein, moi j'étais assez bluffée par ça, c'était justement quand on fait de la recherche et qu'on est sachant dans un domaine, de ne pas tomber dans le piège un peu didactique et où en fait on va perdre le lecteur parce qu'on en met trop, parce qu'on met des choses qui finalement ne sont pas... noie le lectorat. Et toi, tu as réussi à faire ça. C'est-à-dire, moi je ne connaissais rien du tout au monde Google et j'ai halluciné complètement. Les anecdotes sont super bien choisies. Et en plus, tous les apports, même ce soit en psychologie et tout ça, ils sont pertinents. Et du coup, ils viennent en étayage de lecture et non pas en poids comme ça qui est indigeste. Voilà, c'est tout ce que Ça j'avais me à dire. touche. Merci beaucoup, Céline. Et franchement, là, faut rendre à César ce qui est à César. C'est que ce que tu dis là, c'est le travail avec mon éditrice. C'est le travail avec mon éditrice, c'est le travail de réécriture, c'est tout le temps passé à échanger, à triturer, à aller dans le bout des choses, et c'est toujours l'idée d'enlever le gras, quoi. Et au début, le J'ai personnage failli que le vous dire, avez non. vu… Ouais. Comment ? Non, j'ai dit enlever le gras, oui, j'ai failli le dire, mais sinon tu ne vas pas dire ça à l'écran. Bon, mais c'est ça. Si, Avec... on peut ouais, le dire. C'est du polar. c'est vrai, allez hop. On peut tout dire avec le polar, on peut tout dire. C'est ça. Et ça, en plus, moi, c'est une étape que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai beaucoup aimée. J'ai la chance d'avoir une éditrice extraordinaire. Je pense comme chacun de vous tous, mais c'est une relation particulière parce que c'est quelqu'un qui rentre dans nos émotions, dans ce qu'on écrit, dans des choses qui nous sont très personnelles et qui arrive quand même malgré tout à nous guider pour en faire quelque chose qui soit intéressant pour tous. Et parfois, c'est difficile parce que nous, on a l'impression d'écrire des choses sur ce qu'on aime et que tout le monde va aimer ça et que tout le monde va trouver ça intéressant. Et c'est chouette d'avoir un garde-fou comme ça qui arrive à nous driver. Donc voilà, c'était pour rebondir. Et Fabrice, vous, ça a été plus facile parce que bon, il y a du vécu, bien sûr, Oui, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour écrire ce roman? Et surtout, question générale aussi, après que Fabrice se soit exprimé sur ma question, est-ce que vous êtes plus du côté des méchants ou des gentils? Fabrice. je me sens plus du côté des gentils, mais effectivement, il y a beaucoup de vécu, donc tout ce qui est enquête policière, cavale et compagnie, il n'y a aucun souci. Le bouquin se situe entre Paris et Barcelone, deux villes que j'adore, que je ne connais pas très bien, donc il n'y a aucun souci de déplacer à Paris ou à Barcelone. Je vais rejoindre Céline. Effectivement, au niveau des armes qui sont dans le bouquin, moi, les armes, il y a 15-16 ans, j'ai tourné de dos, donc je suis retourné sur les armes qu'on a aujourd'hui. Internet m'a beaucoup aidé. Et un autre, je suis d'accord avec Maxime, il y a aussi le travail qu'on fait avec l'éditrice ou l'éditeur, qui est énorme. Parce qu'en fait, moi, j'ai une grande leçon d'une éditrice d'enfer qui m'a appris une grande leçon. Tu as écrit ton bouquin, relis-le pas en tant qu'auteur, en tant que lecteur. Et toute la différence. Si on se met dans la tête du lecteur, on a envie de retravailler. Alors, il ne faut pas trop le faire parce qu'on va tout le temps travailler, le bouquin, c'est pas jamais fini. Mais l'éditrice, le boulot avec l'éditrice, l'éditeur, c'est vraiment important. Maxime a raison, et Céline aussi, c'est vraiment important. Sans l'éditrice, sans l'éditeur, on n'existe pas. Ils sont là pour nous mettre dans les rails. Parce qu'on part dans notre écriture, puis on nous dit le lecteur. Effectivement, comme dit Maxime, on croit que c'est super ce qu'on écrit et tout, mais non, il faut le retravailler, il faut le relire en tant que lecteur. Alors, vous êtes les nouvelles voix du polar. Pourquoi avoir choisi cette voix précise du polar? Parce que vous aimez manipuler les lecteurs? Parce que vous êtes très diabolique à l'intérieur de vous? C'est quoi l'histoire? Alors pour moi, c'est une partie de ma vie. Hein, donc, oui, vous c'est particulier, mais ouais, oui. Alors, je ne lis pas beaucoup de polar. Ah bon? Ouais, c'est marrant ça. J'aurais parié le contraire, mais... Ouais. Ah oui? Non, j'ai lu des polars, mais en 30 ou 40 ans, j'ai commencé à lire... Non, je n'ai pas lu tellement de polars. Non, vraiment... non. Je commence à en lire, effectivement, mais non, je n'ai pas lu tellement de polars. Non. Alors, côté diabolique, côté facilité, côté parce que la voix, je ne sais pas, moi, tout peut arriver, hein, je ne sais pas. Pourquoi avoir choisi cette voix noire? Alors, bon, du coup, pour ce qui me concerne, c'est plutôt c'est très décevant ma réponse. Hein. J'ai grandi quand même dans un
Si. Oui. J'ai grandi dans un. J'ai pas grand mérite. J'ai grandi dans un univers, qu'il soit littéraire ou télévisuel, qui était un univers noir, puisque bon, ma mère était une inconditionnelle de romans noirs, de séries noires, etc. Donc, moi, j'en ai été imprégné très tôt. Après, si je suis hyper honnête, je pense que j'avais enfant déjà un goût quand même pour la littérature de genre, et j'aimais bien plonger comme ça dans des univers, m'amuser à me faire peur, etc., à suivre des intrigues à connotation policière, tout ça. Et puis, ça ne m'a pas quitté. Bah, ça ne veut pas dire que je ne lis d'ailleurs que de ça, loin de là. Mais après, du coup, quand moi j'ai décidé d'écrire, ça s'est imposé. J'avais envie d'aborder la question de la psychologie de ces criminels, c'est quand même assez fascinant et inquiétant. Et moi, je pense que je cherche des réponses à certains moments quand je brosse des portraits, parce que je leur donne une voix à l'ensemble de mes méchants. Ils ont une voix importante dans le livre. Je pense que j'essaie de me les approprier, de leur donner vie, et de peut-être certainement de mieux les comprendre pour mieux combattre la peur qu'ils peuvent m'inspirer. Voilà. Enfin, c'est ma réponse en tout cas. Et vous, Maxime, vous avez un diable à l'intérieur de la carcasse? C'est possible. Je ne sais pas. Non, je pense que moi, c'est très lié à ma culture. Moi, j'ai une culture qui est très baignée. Moi, à la base, mon premier amour, c'est le cinéma. Donc, je voulais faire des films. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des scénarios. Je suis très imprégné de la culture du cinéma américain des années 70, 80, 90. Beaucoup des thrillers. Évidemment, des films comme Seven, comme Le Silence des agneaux, m'ont beaucoup marqué, m'ont beaucoup inspiré aussi. Après, moi, je dis beaucoup de polar parce que j'aime ça. En fait, je trouve que c'est un genre qui permet de divertir tout en racontant quelque chose ou en disant quelque chose. Et je pense que notamment manier la peur et la violence permettent d'éveiller quelque chose chez le lecteur qui éveille une attention particulière. Et moi, ça me parle, et c'était à ça que j'avais envie de me frotter, de savoir si j'étais capable de le faire moi-même. Donc, vous allez tous continuer dans cette voie-là, ou on risque de vous voir passer dans la blanche un jour ou pas du tout? Bah, je reprends la balle du coup. C'est une question difficile parce que, en fait, moi, ma réponse, c'est que j'ai envie de faire ça longtemps, d'écrire des livres. Et après, il y a un peu deux manières de le faire. C'est soit on fait plein de choses différentes et ça permet de jamais se répéter, soit on rentre dans un genre et on essaye de faire partie des meilleurs. Je ne sais pas quelle est la voie que je vais prendre. Moi, j'aime beaucoup cet univers-là, donc j'ai envie de l'explorer. En tout cas, par contre, j'ai envie de faire un peu tous les sous-genres. C'est-à-dire, là, j'ai fait le thriller, le suivant se détache et va sur un sous-genre un peu différent. J'ai d'autres idées. Et peut-être qu'un jour, je ferai de la littérature blanche, j'en sais rien. J'ai surtout envie que ça dure longtemps. Voilà, c'est ça. Fabrice, vous basculerez un jour du côté, pas obscur, mais côté lumineux, ou pas du tout? Parce que vous êtes tous dans le côté obscur, hein. Ça je le confirme. En fait là, Telle peur, telle fille, c'est une trilogie. Donc le deuxième est écrit, il est sur Robert Laffont. Le troisième, je suis en train d'écrire et puis ce sera fini. Mais je pense que je vais rester un moment dans le roman noir, si tout va bien. Et il y a un livre que j'aimerais écrire, qui sera lumineux, mais pour l'instant c'est un projet. C'est un livre sur mon père. Lui demander pourquoi je suis passé à côté de lui. Parce qu'en fait, mon père était un résistant de la première heure, un super combattant, sauf que quand on était enfant, il ne venait pas parler de la guerre. Ce qui fait qu'on a grandi sans savoir qui il était. Et il est décédé à 87 ans, c'était en 2017. Et en fait, j'aimerais écrire un bouquin de 87 pages pour lui demander pourquoi on est passé à côté de ça. Voilà. Pas intéressant de vous lire. Un bouquin lumineux si j'écris. Et Céline, le côté lumineux, un jour, l'autre, ou pas? Pas du tout? Non, on reste dans le côté obscur. Alors, non, mais j'ai déjà écrit d'autres choses. C'est pas parce que. Alors là, je vais contrarier Maxime pour le coup, mais il y a le genre que tu peux choisir et puis il y a le genre dans lequel on t'assigne. Alors bon, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais je veux dire, un éditeur, il est là pour essayer
d'accompagner un auteur. Et pour qu'un auteur soit visible, il faut qu'il soit identifié. Pour qu'il soit identifié, généralement, hein, il faut qu'il appartienne à un genre. Et donc, démultiplier les genres, c'est pas forcément très lisible quoi, pour un lectorat. Et à mon niveau, ben, moi, j'ai plein de petites choses qui seront jamais éditées ou peut-être jamais éditées qui ne sont pas... des fois, entre deux bouquins un peu noirs, je prends une respiration. J'ai un road movie burlesque qui est au fond d'un bureau, au fond d'un tiroir d'un bureau. Voilà. J'ai un roman d'anticipation, un thriller d'anticipation. Bon, voilà, qui appartient aussi à un genre un peu différent. Même si c'est du thriller, j'ai quoi, j'ai une histoire d'amour, voilà, bon, des choses qui n'intéressent personne en fait, sinon moi et le plaisir de les avoir faites, voilà, en fait, voilà, je crois qu'il y a aussi ça. Je vais vous laisser entre les mains de Frédéric qui doit avoir les questions du public. Est-ce qu'Angélique peut nous rejoindre? Parce que si jamais il y a une question pour l'éditrice, il vaut mieux qu'elle soit là parce que je ne pourrais pas me substituer à elle si elle nous entend. Frédéric, je te laisse poser les questions. Alors, il y a des commentaires, il y a des questions, il y a beaucoup de choses. Je commence par Diane qui dit « Tu es un type épatant, Fabrice, hein, ça fait toujours plaisir. Et tout ce que tu fais pour aider ceux qui sont dans la douleur, chapeau bas et respect. Excellent livre de Fabrice Rose. » Et justement, une question à Fabrice. Fabrice, demande Florence, en tant qu'ancien détenu, est-ce que vous avez été tenté en écrivant votre premier roman de régler des comptes avec des policiers, des juges, des avocats que vous aviez côtoyés dans votre parcours? Et vos personnages sont-ils inspirés justement de ceux que vous avez croisés? Régler des comptes, non, absolument pas. Parce que j'ai rencontré des conflits, des filles qui faisaient leur boulot proprement. J'ai beaucoup de respect pour des conflits. J'ai rencontré les grands magistrats. Non, aucune vengeance, au contraire, j'ai rencontré même dans la pénitentiaire, j'ai rencontré les matons qui faisaient leur boulot avec beaucoup d'humanité. Non, absolument pas de vengeance. Cela dit, oui, certains personnages sont inspirés de gens que j'ai connus, notamment certains flics. Des flics tenaces, des flics. Et toujours, la force des flics, finalement, qui font bien leur boulot, leur force, c'est que nous, quand on a fait un braquage, on pense au suivant. Eux, ils commencent à travailler. Et c'est là qu'ils sont forts. C'est qu'eux commencent à travailler dessus, ils ont le temps. Alors que nous, on oublie ce qu'on a fait. Et non, il n'y a pas de vengeance, pas du tout de vengeance. Non, absolument pas. Oh, peut-être que eux, quand ils ont arrêté quelqu'un, ils pensent au suivant aussi. Oui, mais j'ai des super souvenirs. C'est vraiment du respect pour les conflits. Alors, je viens de terminer Persona et j'en frissonne encore, nous dit Pauline. Merci Pauline. Voilà, et très envie de découvrir vos univers à tous, dit Fabienne. Bravo Céline. Frédéric, je te coupe 30 secondes, il faut que tu autorises Angélique à revenir parce que je ne peux pas le faire moi-même. Elle est à la porte. Ah, pardon. Je ne voulais pas qu'elle revienne en fait. Oui, il y a toutes les choses à faire en même temps. Voilà. Donc, bravo Céline pour cet opus. Hâte de découvrir le prochain dès demain. Alors, il y a beaucoup d'envie de vous découvrir. Et Sandy voudrait poser une petite question à Maxime pour savoir, va-t-on retrouver Frank Somerset dans un prochain roman? Elle s'ennuie déjà du héros, je crois. Oui, on va le retrouver dans la suite qui sortira à la fin de l'année. Donc oui, c'est prévu. Et... Je ne sais pas si je peux en dire plus en fait. Je ne sais pas ce que je peux dévoiler là-dessus. La fin, par exemple. La fin, voilà. En tout cas, il y en aura un deuxième, ça c'est sûr. Et je travaille même sur d'autres choses pour après. En tout cas, voilà, je peux faire cette réponse-là. J'aimerais que Frank Somerset s'installe comme mon personnage de flic si j'ai la possibilité d'en faire d'autres. Et je peux donner le titre. Bon, alors ça s'appellera Ego, le deuxième. Oh. Ça ne serait pas une question d'éditrice par hasard, qu'on salue au passage. Alors, vous avez compris, tous les hommes naissent égaux. Donc, Maxime, quelles sont vos influences en matière de thriller et les auteurs que vous appréciez? C'est la question piège. Toujours. On l'a perdu. Ah, pardon, vous m'avez reposé une question.
l'ai pas Oui, entendu. je vous ai demandé vos influences en Malherbe de Trier. C'est pas mal joué le truc pour échapper à la question, hein, de faire semblant, mais c'est raté. C'est la connexion qui n'a pas voulu. Alors, j'en ai deux principales. J'en ai vraiment une très forte dans les romans policiers américains qui m'ont accompagné quand j'étais ado et jeune adulte. Je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Il y a évidemment le King, lui qui est un incontournable. Moi, j'étais ado quand quand il publiait beaucoup, il publie encore beaucoup. Hein. Si je devais en citer deux aujourd'hui, un français et un international que j'aime beaucoup, je dirais Hélory, qui est vraiment un auteur que j'adore. Voilà. Et en français, je dirais Loubry, parce que j'ai vraiment adoré Les Refuges. J'ai trouvé que c'était un roman extraordinaire. Voilà, je pense que j'enfonce un peu une porte ouverte. Hein. Et après, moi, j'ai un deuxième niveau d'influence qui est le cinéma. Et voilà, j'ai beaucoup d'influence autour du cinéma et du thriller, du noir, du film d'horreur, etc. Et ça m'influence beaucoup dans ce que j'écris, beaucoup dans les lieux, beaucoup dans les scènes. En fait, moi, je visualise beaucoup ce que je fais et je réfléchis comme si je tournais en fait la scène, comme si je voulais la tourner, où est-ce que je mettrais la caméra. Et après, je décris en fait ce que je visualise, je le décris en fait sur le papier. Du coup, ça se séquence beaucoup par scène. Voilà. Mais ça vous arrive de penser adaptation quand vous écrivez? C'est une question un peu pour tous les trois. Je ne l'ai pas pensé comme ça quand je l'ai écrit. J'ai un agent que j'aime beaucoup qui travaille et qui essaye de le faire. C'est difficile. Si ça arrive un jour, j'en serais ravi, mais non, je ne l'ai pas pensé comme ça à la base. Sincèrement, quand je l'ai écrit, j'essayais surtout de me dire il faudrait que j'arrive à la fin. Il faut que j'essaye d'arriver au bout. Vous savez que Pierre Lemaitre a réussi à être adapté aux États-Unis et a participé à l'écriture du scénario alors qu'il ne parle pas anglais. C'est quand même absolument extraordinaire. Bon. Non, alors pour l'anecdote, Parsena a été sélectionné par l'agence de scout de Netflix. Et du coup, ils font un traitement du livre dans ces cas-là. Et donc, c'est une dizaine de pages d'un résumé exhaustif du roman. Et ils font aussi du coup un casting prévisionnel. Et ils vous envoient la demande. Ils vous disent, bon, bah alors, c'est qui les acteurs? Et il ne faut pas prendre un acteur hongrois qu'il n'y a que vous qui connaissez. C'est des grands acteurs parce que c'est important qu'ils puissent tout de suite visualiser. Et ils font même... Pour l'anecdote, un premier budget de production, combien ça coûterait de le tourner, etc. Pour le coup, et là, tout s'arrête. Rigolo. C'est ça, exactement. Et là, ils se disent non, en fait, non. Et donc, rien que ça, c'était drôle. Et c'est là que ça s'est arrêté vraiment? Non, en fait, l'agence de scout, il y a plusieurs étapes et l'agence de scout a dit nous, on considère que le roman est intéressant, donc on fait le traitement. Et donc, ils le passent après à Netflix, qui, eux, c'est les acheteurs. Ils ont une banque de romans. Je pense ils en ont par-dessus la tête. Non, je pense que là, en ce moment, la période n'est pas bonne pour les thrillers avec des flics en adaptation. Ça, c'est pas ce qu'ils achètent en ce moment. Après, peut-être qu'ils ont juste... Ça marche par vague pour ceux qui Exactement, nous écoutent. Il y a vraiment des moments où les télévisions disent « Ah ben non, on ne va pas faire de gens costumés. » Alors du coup, même si vous avez une histoire extraordinaire avec des gens costumés, c'est poubelle. Donc, c'est exactement ça. C'est très cruel, ce monde. De toute façon, la période n'est pas bonne pour rien. Donc, on va passer à autre chose. Pour Céline, comment avez-vous eu l'idée du personnage d'Héloïse Bouquet? Est-ce qu'elle est inspirée d'une vraie gendarmette ou gendarme? Gendarmette, c'est horrible. Absolument affreux. Franchement, le nom d'une femme, en plus, là, c'est pas bien. Non, mais en fait, non, gendarme. je trouve ça affreux. Je trouve ça mignon, gendarmette. Oui, ça fait un peu penser à, je sais plus comment elle s'appelait, la Danielle Evenou, là, Marie Pervenche, là, ça fait un peu ça, gendarme. Le truc. Bon, bref. Alors, oui. Quelqu'un qui a... C'est moi, je disais, elle était contractuelle, Marie Pervenche, elle n'était pas gendarme. Oui, je sais, mais ça me fait penser à ça, gendarmette, ça fait très, bon, enfin voilà. Vous avez vu qu'il fait toujours E de TE quand c'est des filles, fliquettes, oui, enfin, voilà. C'est ça. Bête, tout ça. Donc, j'ai oublié la question avec tout ça, moi. Oui, Héloïse. Oui. Ouais, c'était... non, pas du tout. Alors, Héloïse, je vais encore se surprendre sûrement, mais moi, je l'ai faite
existé dans La fille de Cali, mon premier opus, et puis après, j'étais passé à autre chose. Et c'est mon éditrice qui m'a dit, Céline, c'est dommage, les lecteurs aiment bien retrouver des personnages, etc. Alors bon, j'ai dit, ok, bon, si c'est ça, j'ai déjà écrit 160 pages du cheptel, je ne vais pas tout réécrire. Alors du coup, ma gendarmette revient en page 160 et quelques. Voilà. Et, je veux dire, elle n'avait pas vocation à... Je n'avais pas envisagé ça, d'avoir un personnage récurrent. Et finalement, c'est assez sympa. Mais au départ, je n'étais pas partie là-dessus. Donc non, je me suis inspirée de personne et je ne l'ai pas vraiment anticipé, le fait qu'elle allait me poursuivre ou inversement, je ne sais pas. Voilà. Alors, Fabrice, Laurence voudrait savoir si cette période de Covid vous perturbe dans vos projets d'écriture ou au contraire vous laisse plus de temps pour écrire. Je pense que c'est une question qui est commune pour vous trois d'ailleurs. Hein. Ah ouais, non, le confinement ne me pose aucun problème. Et j'ai été confiné pendant des années. Maintenant, je pense que ça me permet d'écrire, au contraire. Au contraire. Et, puis l'écriture, c'est un boulot de solitaire, hein, de solitaire, de solitude. Et, voilà. Et en plus, quand on écrit, comme quand on lit un bouquin, on lit les murs. On n'est pas vraiment confiné, on est dans l'histoire. Néanmoins, c'est une période où beaucoup d'écrivains n'arrivent pas à écrire, donc la question est bien. Parce que c'est pas forcément... enfin, quand on se confine volontairement, c'est un peu différent en fait. J'ai été confiné involontairement pendant des années, donc non, moi, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est un plaisir. Votre expérience est à part, je pense. Ouais. On est confiné libre ou on est confiné enfermé ou on a encore un degré d'enfermement supérieur. Ouais. Maxime ? C'est une question délicate, je trouve. Moi, le problème, c'est que j'avais une mécanique d'écriture où j'écrivais tous les jours. Et en fait, j'ai arrêté mon activité principale pendant presque 2 ans où j'ai écrit tous les jours. Donc, j'avais vraiment un rythme. Et en fait, le confinement, il fallait faire l'école à la maison. J'ai un petit fiston qui avait 7 ans à l'époque. Donc, ça m'a beaucoup perturbé en fait, dans mon rythme. Moi, je suis très routinier. J'ai besoin d'avoir une routine très rigide pour pouvoir être performant. Donc, ça m'a vachement perturbé. Et puis, ouais, c'est une période qui a été compliquée à gérer, pour être tout à fait transparent. Mais je pense comme tout le monde. Hein, voilà, il n'y a pas de différence. Mais moi, j'en ai pas eu de gain, en tout cas. L'école perturbe quand même. On n'a pas l'habitude d'avoir tout le monde à la maison. Il y a aussi cette dimension. D'habitude, on est tout seul à la maison quand on écrit. Exactement. Et puis, c'est difficile. Et c'est normal d'expliquer à son fils, mais aussi aux personnes de sa famille, etc., que quand on écrit, on travaille. Et ils ont tendance à passer et tu veux pas aller faire une course et faire un truc. Et moi, je ne sais pas si c'est pareil pour Fabrice et Céline, mais moi, je ne peux pas écrire une demi-heure. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir des sessions de 3 heures, 4 heures, parce que je mets déjà 1 heure à me lancer, à relire ce que j'ai fait avant, à me remettre dedans, à reprendre mes personnages en main. Puis après, je fais une longue session. Donc, si tu me coupes au milieu, c'est mort. J'ai perdu mon après-midi ou ma matinée, bref. Donc ça, c'est vraiment... après, je ne sais pas si Fabrice et Céline me partageront ça. Donc c'était délicat. Moi, je n'ai pas du tout aimé pour la question du travail et tout court. Hein. Je pense que personne n'aime le confinement, mais encore plus pour cette partie-là. Dominique nous dit, je me souviens que Pierre Lemaitre avait dit un jour lors d'une rencontre que les codes du polar sont tellement contraignants qu'il préférait désormais écrire des romans. Du coup, écrire des polars, c'est forcément pas facile. Bravo à tous. Et dans tous les cas, la frontière est parfois mince. Oui, parce que, en fait, la frontière est mince, surtout parce que les gens de la Blanche se disent « je vais rester dans la Blanche et je vais continuer à écrire du polar ». Donc, c'est très injuste, en fait, cette histoire. Parce qu'on leur a dit qu'il fallait du suspense, des page-turners, etc. Ou tout simplement parce qu'ils ont cette impulsion en eux. Angélique, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire à quelqu'un ou dire à un auteur, tout d'un coup, en fait, ce polar, il serait bien dans la Blanche ou celui-là, ce roman-là, ça serait mieux qu'il soit dans le noir. Du coup, ça, c'est l'éternelle discussion de la pertinence ou non des genres en littérature. C'est que certains aimeraient qu'effectivement tout soit fluidifié et qu'on n'ait pas besoin de catégoriser, ce qui donnerait aux auteurs la liberté
de saupoudrer leur récit de tel ingrédient de suspense, de tel ingrédient de fantastique, etc. Après, voilà, l'existence du marché du livre étant ce qu'elle est, l'existence de l'histoire de la littérature aussi s'étant constituée en fonction de catégories, c'est vrai que, comme disait Céline tout à l'heure, il est souvent plus simple de s'identifier à un genre, aussi pour le bien de l'auteur, pour qu'il soit identifié, pour qu'il puisse se constituer un lectorat fidèle, suivi, etc. Et du coup, ça, en fonction des éditeurs, ça va varier, parce qu'en plus, tous les éditeurs ne fonctionnent pas de la même façon et ne définissent pas les catégories de la même façon. Donc, en tout cas, c'est un débat qui n'a pas fini d'être mené. Oui, dans ces conditions, d'ailleurs, on aimerait rappeler ces auteurs de polar et tous les autres qu'il est interdit de mettre des histoires d'amour dans vos histoires, plus des histoires d'autre chose, parce qu'une fois que vous avez fait ça, on se dit c'est incroyable. Non seulement il y a un suspense, c'est une histoire incroyable, mais en plus, il y a une histoire d'amour, il y a ci, il y a là, et nous, on passe pour des nazes dans la blanche. Donc, Mais vous êtes des nazes, non, je pense. Mais alors que dans la blanche, vous pouvez très bien mettre un ou deux meurtres, il n'y a aucun souci. Mais on y va, on y va. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, Angélique et Céline et Maxime et Fabrice, quand vous étiez petits, qu'est-ce qui vous faisait le plus peur? C'est quoi votre souvenir le plus effrayant? Ce qui me faisait peur, c'est ce que j'imaginais. Donc, moi, c'était les monstres. Hein. Les monstres sous le lit, les monstres dans le placard, les mains qui surgissent entre les marches de l'escalier pour vous attraper alors qu'il est 10 heures et qu'il fait nuit, que la maison est éteinte. Enfin, tout ça, quoi. Voilà. C'était vraiment... C'est pas très original, je pense. Maxime? Moi, je crois que j'avais très peur de perdre mes parents. C'était un truc, quand j'étais gamin, ça me faisait très, 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 très peur. J'imagine comme beaucoup de gamins. Mais, Fabrice? Voilà. Non, ça ne m'a pas effleuré. Fabrice n'avait peur de rien. Non, j'ai pas souvenir d'avoir peur, non. Ah ouais? Moi, j'ai pas souvenir d'avoir peur. Angélique, elle avait peur des polars et maintenant, elle ne fréquente plus que ça. Ils sont là quand même, ces polars. On va les remontrer. On va les remontrer. Angélique, alors, la peur de l'enfance, c'était... C'est complètement absurde. J'ai une image qui me terrorisait à chaque fois peu avant de m'endormir quand j'étais petite. C'est complètement ridicule. C'est un poulet rôti qui flottait dans un ciel étoilé. Complètement là, vous avez l'explication. Voilà. Donc, pourquoi Angélique fréquente des auteurs, vous voyez, c'est ça. Les mystères du subconscient. Ben, en tout cas, il ne reste plus qu'à vous remercier parce que c'était fabuleux et formidable de vous rencontrer. Il y a des millions de messages qui ont envie de lire vos livres, donc je vous souhaite autant d'achats que de messages. Je n'arrive pas à les montrer parce que celui de Céline, il y a 600 pages, il est énorme. On peut pas voilà. Il faut avoir des grandes mains. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais, avant d'oublier, remercier notre librairie partenaire ce soir. C'était la librairie de Paris à Saint-Étienne. Remercier chaleureusement les éditions Pocket de m'avoir donné l'opportunité de refaire cet apéro polar. Un grand merci à Céline Dangean. Donc, lisez Céline Dangean, Double Amnésie. Voilà, il est là. Maxime Girardot, un grand merci d'avoir été là ce soir avec nous. C'est Persona. Et un grand merci à Fabrice Rose, Tel père, telle fille. Ce sont les nouvelles voix du polar. Je vous engage vraiment à aller en librairie, acheter ces livres. Vous allez passer des moments terrible, horrible, mais c'est tellement génial qu'il faut absolument les lire. Demain, on se retrouve à 19h et nous aurons la joie d'accueillir Céline Curiol pour son roman Les lois de l'ascension, paru chez Actes Sud. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une belle soirée, belle trajectoire à vos romans et à très vite en librairie.